Grand angle consacré à l'ouverture de la COP16 à Cali, en Colombie. 12 000 participants sont attendus jusqu'au 1er novembre, c'est-à-dire 2 semaines de débats et de négociations. Plus de 190 délégations, 14 chefs d'État aussi vont tenter de mieux protéger une biodiversité en souffrance. Avec nous pour en parler, Arnaud Gilles, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes membre, porte-parole du Fonds mondial pour la nature, WWF France, et responsable des plaidoyers pour la transition énergétique, les mobilités durables et les négociations internationales sur le climat et la biodiversité. C'est le sujet du jour. Alors pour bien comprendre les enjeux de cet événement, de cette conférence de Cali sur la biodiversité, on va voir quel est ce triste constat que vous avez établi il y a une dizaine de jours. Mammifères, poissons, oiseaux ou encore reptiles, les populations d'animaux sauvages continuent de s'effondrer. Les précisions de Mévalo. Vue du ciel, notre planète ne cesse d'éblouir. Une terre pourtant de plus en plus hostile. La biodiversité décline inlassablement. Dans son dernier rapport, le WWF, le Fonds mondial pour la nature, affirme que les populations de faune sauvage ont décliné de 73% en moyenne en 50 ans. La tendance était de 68% en 2022, date de la précédente édition. C'est un peu comme si la nature allait faire un burn-out. On pense que la nature s'apprête à atteindre un seuil au-delà duquel elle risque de basculer dans des états et dans des systèmes qui seront dégradés et qui ne pourront pas se restaurer. Les populations d'eau douce sont les plus touchées, suivies des vertébrés terrestres et marins. Les déclins les plus rapides ont été observés en Amérique latine et dans les Caraïbes, suivis par l'Afrique, l'Asie et le Pacifique. En Europe, en Asie centrale et en Amérique du Nord, les impacts sur la nature étaient déjà visibles avant les années 70. Grâce aux efforts de conservation et à la réintroduction d'espèces, certaines populations se sont stabilisées, voire développées. Si le phénomène est moins spectaculaire, il n'en est pas moins inquiétant. Les causes, c'est notre alimentation, la mondialisation, l'industrialisation générale du monde. Et donc, on a besoin que tout le monde se mobilise, les entreprises, les gouvernements, les consommateurs, les citoyens, pour essayer d'inverser un jour cette tendance. À ceux qui n'en avaient pas encore pris conscience, les activités humaines sont responsables de l'effondrement de la biodiversité et toute l'humanité s'en trouve menacée. Le réchauffement climatique vient encore aggraver les choses. La hausse des températures entraîne déjà des phénomènes de mortalité massive, ainsi que des extinctions d'espèces. WWF s'inquiète de la menace de points de bascule irréversibles dans certains écosystèmes, comme en Amazonie, qui pourrait se transformer en savane aride, privant le monde de son poumon vert. Autre exemple, les récifs coralliens pourraient disparaître dans les prochaines décennies sous l'effet combiné du réchauffement des océans et de la pollution, entraînant la disparition de ressources alimentaires précieuses. Quand vous préservez, quand vous protégez, quand vous restaurez la nature, elle vous le rend. C'est là qu'est le message d'espoir. C'est que si on veut restaurer la biodiversité, la préserver, la conserver, on peut. À 10 jours de la COP16, qui se tiendra en Colombie, les auteurs du rapport plaident, une fois de plus, pour l'accélération de la mise en œuvre de l'accord mondial sur la biodiversité et à prendre des mesures concrètes, telles que l'arrêt des subventions dommageables à la nature et l'intensification des efforts financiers. Voilà, et c'est donc le jour J, la COP16 a ouvert ses portes. Arnaud Gilles, vous vous apprêtez à vous rendre en Colombie pour participer à cette grande conférence. Face à ce constat, votre constat que l'on vient de voir, que peut cette COP16 et qu'attendez-vous de cet événement? Alors cette COP16, c'est le premier événement de réunion internationale depuis qu'on a adopté enfin un accord pour protéger la biodiversité. Cet accord, il a été adopté il y a 2 ans à Montréal. C'est un peu l'accord de Paris pour le climat, mais version biodiversité, donc pour protéger la nature. On avait parlé d'un texte historique. Alors c'était un vrai tournant. On a eu des objectifs fixés sur plein de domaines. La protection des terres, on s'est dit qu'on allait placer d'ici 2030 30% des terres et 30% des mers sous protection. Restaurer aussi des écosystèmes, 30% des écosystèmes dans le monde entier qui sont dégradés. On s'est engagé à les restaurer pour 2030. Restaurer aussi des milliers de kilomètres de cours d'eau, de rivières, pour que l'eau circule et qu'elle puisse jouer son rôle dans tous les territoires. Il y a aussi des engagements de développer les pratiques agroécologiques plus respectueuses du vivant et plus respectueuses de la santé des agriculteurs et des gens qui s'alimentent. Il y a des engagements sur la lutte contre la pollution plastique également, et des engagements qui concernent les financements. C'est une autre question des négociations. Mais donc, fort de toute cette feuille de route qui a été adoptée il y a 2 ans, c'est la première réunion pour se dire comment on a avancé d'abord. Est-ce que tel pays ou collectivement on a fait suffisamment d'efforts pour ces 2 premières années?
et comment on doit continuer à accélérer sûrement pour financer et se mobiliser pour la biodiversité. Alors le bilan, j'imagine que vous avez déjà votre avis à WWF? On a un avis, on constate pour le moment que ça n'a pas beaucoup avancé. D'un point de vue politique d'abord, à Montréal on s'était quitté, en tout cas les gouvernements s'étaient quittés et nous on les surveillait de près pour ça, en se disant on revient dans 2 ans avec chacun un plan national de comment moi je protège la biodiversité chez moi dans mes frontières. Force est de constater qu'ils n'ont pas tous fait les devoirs puisqu'ils se rendent à Cali et seulement une trentaine d'entre eux, des gouvernements de la planète sur quand même plus de 190, ont fait ce travail de rédiger un plan national de biodiversité. Il y a un modèle, un pays modèle? Alors il y a plein de pays qui ont fait l'effort déjà, parfois en convoquant l'avis de plusieurs ministères avec tout ce que ça implique de transformation du secteur des pêches, de transformation de l'agriculture, aussi de revue des dépenses publiques pour voir quelles sont les bonnes et les mauvaises, celles qu'il faut enlever et celles qu'il faudrait gonfler pour protéger davantage la biodiversité. Il y a des efforts qui ont été faits dans certains pays, mais malheureusement la protection de la biodiversité et remettre la nature sur pied, on n'y arrivera en 2030 que si tout le monde joue le jeu. On cite souvent l'Australie, les Seychelles sur la réintroduction de la biodiversité, voire peut-être même les États-Unis qui ont une bonne politique en la matière. Qu'en est-il? Alors il y a des exemples qui se distinguent. Nous, on regarde aussi des pays comme le Brésil, par exemple, qui l'année prochaine accueillera à la COP30 sur le climat, donc une gigantesque réunion internationale. Et il serait, par sa position géographique en Amazonie, qui est quand même un poumon de biodiversité et un poumon pour la planète aussi, est très attendu sur ce qu'il va présenter comme plan. Alors le Brésil, pour l'instant, explique que l'effort de politique a été tel que ça demande un petit peu plus de temps, mais on attendra des gages à cette COP de la part du Brésil, de la part de la Colombie, qui accueille cet événement et qui doit aussi montrer sa détermination, et de la part de l'Europe et de la France notamment, qui a, elle, présenté un plan, mais ce plan reste tout entier à exécuter, voire sérieusement à exécuter en France. 73% de pertes chez les animaux sauvages en un demi-siècle. Est-ce que c'est réversible ou pas? Alors, il est indéniable qu'il va falloir engager des travaux de restauration, assez considérables d'ailleurs. Et ce chantier, il a été donc normalement engagé dans l'accord de Montréal il y a 2 ans. En France, ça veut dire, par exemple, et ça n'est qu'un exemple, mais restaurer des milliers de kilomètres de rivières. Voilà, ça c'est un enjeu. On a en France perdu près de la moitié de nos populations de truites en à peine 20 ans. Ça, c'est un enjeu. Il faudra redonner aux rivières leur capacité de circuler, de s'établir librement, réaménager les lits des rivières et plein d'autres efforts de restauration. Et chacun d'ailleurs doit faire l'effort. Le saumon, par exemple, tout le monde en consomme quasiment chaque semaine, alors qu'à l'époque, c'était pendant les fêtes et il y en a plus de saumon à l'état quasiment. Il y en a, mais de moins en moins. Je crois qu'une bonne partie de la consommation de saumon en France, en tout cas, vient du saumon d'élevage. Il y a un vrai enjeu avec la pêche dans le monde. Un tiers des populations de poissons sont en état de surpêche, donc surexploitées. Ça pose des problèmes déjà aux poissons, ça pose des problèmes aussi à des espèces extrêmement importantes et emblématiques aussi de la biodiversité. On a un exemple en Guyane de la tortue luth, vous savez, qui est victime d'abord du braconnage des œufs quand ça doit éclore et rejoindre la mer, mais aussi et surtout de la surpêche et de la pêche illégale. Et au WWF, on est engagé, nous, sur le territoire guyanais, pour essayer d'abord de documenter cette pêche illégale et aussi de la contenir et de l'empêcher. Et ça, ce sont des espèces qui pâtissent des captures accidentelles. Par exemple, vous avez de la pêche, des méthodes, des engins, des filets qui ne sont pas assez sélectifs. Eh bien, vous prenez avec des requins, des tortues, et ces tortues luth sont parmi les premières à souffrir de cette pêche qui n'est pas encore très sélective en Guyane. Alors, il y a plein d'initiatives. La semaine dernière, nous montrions comment en Colombie, il y avait un bateau qui défendait les requins, qui empêchait justement la pêche illégale de requins. Donc, il y a encore beaucoup d'initiatives, beaucoup reste à faire. Alors, la vedette de cette COP16, dit-on, ce sera ce qu'on appelle les crédits biodiversité. Pour faire simple, on vous donne une certification prouvant des gains écologiques, par exemple. Je plante des arbres, je fais revenir des oiseaux, un nombre d'oiseaux dans un milieu donné. Quel est votre avis à ce sujet? Parce que c'est à la fois positif, mais c'est assez décrié quand même, cette financiarisation en fait de l'écologie. Alors notre avis au WWF, et on a investi la question depuis qu'elle a été posée sur la table, il y a de ça 2 ans, à peu près au moment de la COP de Montréal où on s'est doté de cet accord. On s'est dit qu'il y avait en fait une course pour définir ce que sont des bons crédits biodiversité et comment ils doivent se déployer pour que ça ne devienne pas un blanc-seing, foire financière où chacun s'échange des titres sans savoir exactement à quoi ça correspond en termes d'efforts réels pour la nature. Et donc on est déployé, nous, depuis 2 ans, mais en particulier pendant cette COP, avec des experts pour essayer d'influencer ce que peuvent être des vraies normes et des vrais
ligne de conduite sur comment une entreprise qui voudrait bien faire, non pas compenser ce qu'elle a détruit par ailleurs, mais bien faire parce qu'elle veut financer la protection de la nature dans certaines régions indispensables, comme le bassin du Congo par exemple, comment ces entreprises peuvent agir et se mobiliser avec des outils comme ça, si tant est qu'ils soient bien définis. Et c'est le premier enjeu, je vous dis, il y a une course à la définition et le WWF est pleinement engagé dans cette course. Alors, les peuples autochtones de Colombie notamment, on a cité le Brésil et l'Amazonie, n'ont pas attendu les crédits biodiversité. Pourquoi ? Parce que eux, ce lien à la nature, il est vital pour eux. Le président colombien a d'ailleurs parlé de la COP du peuple. Est-ce que, Gustavo Petro, président colombien, quel est votre avis à ce sujet ? Ce sont les principales victimes, au fond, à la fois de la déforestation, des incendies aussi qui ravagent cette partie du globe ? Évidemment, on dit en plus que à l'échelle mondiale, les populations autochtones et populations locales gèrent 80% de la biodiversité. Et jusqu'il y a quelques décennies, elles le géraient plutôt bien. Voilà. Et puis notre activité économique, on le mentionnait dans le reportage, la dégradation des habitats naturels, la surpêche, l'artificialisation des sols aussi, qui continue de goudronner des quantités industrielles d'hectares chaque année, y compris en France d'ailleurs. Eh bien, tout cela est venu perturber complètement le rapport qu'on avait à la nature. Et ces populations ont bien raison de le rappeler parce qu'elles ont su historiquement gérer. Pour l'instant, elles sont aujourd'hui compromises parce qu'on les a un peu privées parfois de leurs moyens. Et surtout, elles ont une bonne mémoire de ce qui peut être une bonne gestion de la biodiversité. Et comment elles pâtissent aujourd'hui du déclin de cette biodiversité sur laquelle elles se sont aussi reposées depuis des années. Elles sont présentes au COP Biodiversité. C'est une particularité de ces réunions internationales. Il y a eu un moment assez symbolique il y a 2 ans à Montréal où le discours du Premier ministre canadien avait été interrompu par une intervention de représentants de ces populations autochtones canadiennes qui avaient donc expliqué que cette fois-ci, l'accord qui devait être adopté quelques jours plus tard ne pouvait pas se moquer du sort de ces populations et ni de leur savoir et de leur expérience en matière de gestion de la biodiversité. Alors, dans la première partie de ce journal, on parlait de l'importance des champignons, la flore, il y a les animaux. On a parlé de votre rapport au début de ce grand angle. Pourquoi est-ce important au fond ? Parce que ce chiffre de 73%, à chaque fois que vous publiez ce rapport, il n'est pas très bon. Pourquoi est-ce qu'il faut sans cesse expliquer et réexpliquer que même les animaux sauvages, eh bien, s'ils déclinent, et la flore, si elle décline, eh bien, c'est l'humanité qui est en danger. Mais effectivement, c'est un message malheureusement de plus en plus grave que l'on porte, puisque tous les 2 ans, à mesure qu'on actualise cet indice du rapport Planète Vivante, qui est un vrai thermomètre pour nous, de mesure de l'état de santé de la planète et de la nature, à mesure qu'on l'actualise, on se rend compte que plus la nature s'apprête à disparaître, plus nous, les humains, on est dans une mauvaise passe. La nature, on en a besoin pour plein de raisons, pour vivre tout simplement, pour respirer un air sain qui est filtré par les écosystèmes, pour boire une eau saine aussi. On en a besoin pour s'habiller parfois avec de la fibre végétale. On en a besoin pour nous nourrir évidemment, et on en a besoin pour déployer une activité économique. Et ça, ce sont des chiffres qui sont rappelés par le Forum économique mondial, qui nous dit que la moitié du PIB mondial dépend directement de la nature. Il y a quelques semaines, on voit des images des océans, notamment. Et oui, vous avez un autre sujet qui est lié à la biodiversité, qui est une menace à part entière, comptabilisée par l'IPBES, qui est en fait en quelque sorte le GIEC de la biodiversité, qui nous dit que les espèces exotiques envahissantes sont parmi une vraie menace qui menace la biodiversité. Et ça, un exemple qu'on connaît en France et partout sur les rives de Méditerranée, c'est le crabe bleu, qui est arrivé, on le présume, par les eaux de ballast des navires de commerce et qui, par ces grandes pinces bleues, déchiquetent les filets des pêcheurs et donc porte atteinte directement à l'économie, à notre économie bleue en France, à l'activité des pêcheurs. Et ça, c'est un exemple d'impact, d'abord pour l'activité économique, mais ensuite pour toute notre santé et nous qui avons besoin de nature. Alors la France, c'est là qu'a été signé le fameux accord il y a quelques années. On se souvient du fameux coup de marteau. Qu'est-ce que la France propose pour cette conférence à Cali ? Pour l'instant, la France ne propose qu'un plan, donc un document de papier, et c'est ça qui nous inquiète un petit peu. Elle a adopté ce qu'on appelle une stratégie nationale biodiversité. C'est un document qui, au moins, a le mérite d'exister. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis quelques mois, elle menace de reculer sur plusieurs dossiers et que potentiellement plusieurs décisions que le gouvernement prend vont porter atteinte déjà à la nature en France et on en a bien besoin. Donc il y a plein d'espèces menacées, le lynx, le corail, puisqu'on en a 10% du corail de la planète par notre territoire d'outre-mer, et aussi aux engagements qu'elle a pris il y a 2 ans à Montréal. Un exemple, c'est par exemple la bétonisation. La bétonisation, ça engloutit sous le goudron chaque année l'équivalent de 30 000 terrains de foot de terres agricoles ou de terres naturelles.
Ça, c'est quelque chose que la loi française doit traiter depuis 2021. Comme ce projet d'autoroute dans le sud, par exemple. Alors, il y a évidemment les projets d'infrastructure, projet par projet, des débats qui se posent. Et il y a l'objectif national. Et cet objectif national de dire que d'ici 2050, on sera neutre en artificialisation, c'est un objectif que le nouveau gouvernement, a priori, voudrait assouplir. Ça, c'est un premier exemple qui ne nous va pas du tout, enfin qui pose en tout cas problème, d'autant qu'on le voit bien avec les récentes inondations en France, nos zones humides qui disparaissent justement, précisément sous ce béton chaque année. Elles ont ce rôle de tampon, elles ont une capacité de rétention de l'eau quand il y a un excès de pluie, et donc elles nous aident sûrement à réguler un petit peu et à nous protéger des inondations. Si demain on décide d'inonder de goudron nos zones humides, on se prendra en retour quelques inondations. Et ça, c'est une menace très sérieuse sur laquelle la France n'a pas encore pris mesuré, en tout cas toute la gravité de la situation. Alors, et juste peut-être, vous partez dans quelques jours. Une grande mesure que vous attendez, c'est laquelle? Du financement. Un peu plus d'argent, pour le dire de manière plus simple. Les pays riches et développés se sont engagés à financer pour aider les pays les plus pauvres, à par exemple restaurer leurs écosystèmes précieux. Et il manque aujourd'hui des milliards de dollars encore. Et on attend des pays et des ministres qui se rendent à la COP qui présentent des engagements là-dessus. Concret. Merci beaucoup Arnaud Gilles d'être venu nous parler donc de cette COP 16 à laquelle vous allez vous rendre maintenant dans quelques jours pour participer au débat. L'actualité culturelle à présent. Autre échéance politique cette fois, à 15 jours de la présidentielle américaine, rencontre avec un dessinateur qui prend position contre Donald Trump. Il s'appelle Edel Rodriguez, il est cubain, il était exilé aux États-Unis. Il est connu pour ses caricatures de l'ex-président, désormais candidat, publiées notamment par le magazine américain Time ou encore l'allemand Der Spiegel. Son roman graphique vient de paraître en français, reportage signé Bertrand Lout.